Bonjour, donc nous allons parler de l'atteinte rénale du purpura rhumatoïde. Donc on estime que 40 à 50% des enfants présentant un purpura rhumatoïde vont présenter une atteinte rénale. Cette atteinte rénale apparaît dans 80% des cas dans le premier mois, dans 98% avant 2 mois et exceptionnellement après 6 mois. Les facteurs de risque d'atteinte rénale au cours d'un purpura rhumatoïde sont l'âge supérieur à 8 ans, l'association à des douleurs abdominales et les rechutes, avec une atteinte rénale dans 25% des cas, en cas de rechute. En cas d'atteinte rénale, l'hématurie est quasi constante. Elle peut être microscopique ou macroscopique. Elle peut être associée à une protéinurie, à une insuffisance rénale. Et donc, on estime que 20% des patients avec atteinte rénale vont présenter un syndrome néphrotique et ou une insuffisance rénale. L'hypertension peut être associée, voire exceptionnellement isolée. Cette atteinte rénale est peu symptomatique. Elle doit être dépistée par la réalisation de bandelettes urinaires, hémastix et albustix, une fois par semaine pendant 2 mois, puis une fois par mois pendant 4 à 10 mois. Et ce dépistage doit être répété après chaque poussée. Cette étude sur un registre qui a été réalisé, où les enfants ont été recrutés entre 2008 et 2014 et qui a rassemblé 26 centres allemands, montre que l'atteinte est plus aiguë chez les plus jeunes et plus torpide, plus chronique chez les plus grands. Ce registre rassemble 202 enfants qui ont présenté une néphropathie du purpura rhumatoïde et qui ont été biopsiés. Et donc vous pouvez voir la proportion d'enfants avec un syndrome néphrotique ou avec une protéinurie importante en fonction de l'âge, et vous voyez que cette proportion diminue avec l'âge. De la même manière, vous pouvez voir la filtration glomérulaire en fonction de l'âge, qui diminue avec l'âge. Donc chez les plus grands, on aurait plus facilement une atteinte plus chronique et plus torpide. Est-ce qu'on peut prévenir l'atteinte rénale chez un patient qui a un purpura rhumatoïde? En fait, différentes études ont montré que la corticothérapie n'avait pas d'intérêt pour prévenir cette atteinte rénale, ni les traitements par antiagrégants plaquettaires. Donc on a vu que l'hématurie est quasi constante, elle est en général microscopique et elle peut être macroscopique. Alors on évalue cette fréquence de l'hématurie macroscopique à 25% des cas. En cas d'une hématurie macroscopique, il faut mettre en place une surveillance, d'abord une surveillance clinique, de la pression artérielle, du poids, de la survenue d'œdème, et une surveillance de la bandelette urinaire à la recherche de protéinurie dans les suites de l'hématurie macroscopique. On peut proposer un bilan sanguin en absence de normalisation rapide de l'aspect des urines. On peut donner 48 heures, et en cas de persistance d'une protéinurie dans les suites. Alors, l'atteinte rénale, elle va être caractérisée par une atteinte histologique. Donc, vous voyez ici un glomérule normal avec la capsule de Bowman qui l'entoure, le tubule contourné, le tubule proximal qui part de ce glomérule, et vous voyez les anses capillaires et le tissu de support avec très peu de cellules. On dit moins de 3 cellules, moins de 3 noyaux par axe mésangial. Et ici, vous voyez un glomérule d'un patient qui présente une néphropathie du purpura rhumatoïde, avec, vous voyez, un empattement des axes mésangiaux et une augmentation du nombre de cellules par axe, et avec, dans certaines zones, une disparition des anses capillaires. Là, vous voyez une anse capillaire normale, et vous voyez que dans cette zone, les anses capillaires sont comprimées par le mésangium. Et là, on parle de prolifération endocapillaire. Donc on peut avoir des lésions de prolifération endocapillaire, on peut avoir aussi des lésions de prolifération extracapillaire. Donc vous voyez sur ces images, ces glomérules, que les cellules de la capsule de Bowman, qui normalement sont quasi virtuelles, vous voyez là ici un noyau d'une cellule de la capsule de Bowman, une cellule épithéliale, vous voyez que là les cellules prolifèrent, et donc on a plusieurs couches de cellules qui forment ce qu'on appelle un croissant. Donc ça c'est un croissant cellulaire. Vous voyez, dans ce glomérule, on a la même chose. Et vous voyez que là aussi, on a une prolifération endocapillaire avec, dans cette zone, une disparition.
une disparition des anses capillaires qui sont comprimés par le mésangiome. À l'étude en immunofluorescence, vous voyez des dépôts mésangio d'IgA. Donc ça, c'est un marquage anti-IgA. Et vous voyez que le mésangiome est marqué et qu'on parle de dépôts en arbre mort, on devine les anses capillaires entre ces dépôts. Quels sont les signes pronostiques à long terme de l'atteinte rénale? Donc, je vous ai rassemblé une série de publications que vous pouvez retrouver facilement. Et comme souvent en néphrologie, plus la protéinurie est importante, comme quand on a un syndrome néphrotique, plus on a une insuffisance rénale initiale et plus il y a un risque de séquelles. Donc, vous voyez le pourcentage de patients qui sont à risque d'évolution vers une maladie rénale chronique qui diminue, qui est maximal quand on a à la fois un syndrome néphrotique, c'est-à-dire une protéinurie majeure et une hypoprotidémie, et une insuffisance rénale avec un syndrome néphritique. Et puis, au fur et à mesure que la protéinurie diminue, ce risque d'insuffisance rénale chronique diminue aussi. Au cours de l'évolution, c'est sûr que si on a une insuffisance rénale à 3 ans, il y a un risque majeur d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. On voit qu'au cours de l'évolution, à chaque fois que la protéinurie augmente de 1 g par jour, le risque relatif d'insuffisance rénale chronique augmente. Pareil si l'insuffisance rénale est importante ou si on a une protéinurie importante. Alors, la classification la plus utilisée est la classification de l'ISKDC avec 6 grades. Vous voyez le grade 1, l'aspect des glomérules est normal en microscopie optique. Le grade 2, on a une prolifération mésangiale pure, c'est-à-dire on voit encore les anses capillaires dans le glomérule. Le grade 3, entre le grade 3 et le grade 5, on a une prolifération extracapillaire. Dans le grade 3, cette prolifération touche moins de 50% des glomérules. Dans le grade 4, entre 50 et 75%. Et dans le grade 5, plus de 75% des glomérules présentent des croissants extracapillaires. Le grade 6 est une forme particulière qui correspond aux glomérules de néphrite membrano-prolifératives. Et vous voyez dans cette série le suivi avec un recul de 6 ans, un suivi de 6 ans. Vous voyez que le risque d'insuffisance rénale chronique augmente en fonction du grade, qu'il est de 15% pour les classes 2 et 3, 35% pour les classes 4, 35% pour les classes 4, 70% pour les classes 5, excusez-moi, il y a une erreur, et 66% pour les classes 6. Comme toutes ces maladies rénales, dans toutes les maladies rénales, il va y avoir deux types d'éléments qui sont de mauvais pronostics à long terme. Les éléments de chronicité, avec la glomérulosclérose, avec la fibrose interstitielle, l'atrophie tubulaire, et des éléments qui sont marques d'une inflammation importante, avec la prolifération endocapillaire, l'inflammation interstitielle et les croissants cellulaires. Donc à la fois quand c'est très inflammatoire et très aigu, il y a un risque d'évolution à long terme mauvaise, et de l'autre côté, quand c'est très chronique et séquellaire, on arrive trop tard, on ne peut plus rien faire, et donc là aussi il y a un risque d'évolution chronique importante. Alors cette histologie a une valeur relative. Et là, je vous montre une étude qui est imparfaite, mais qui est intéressante, une étude rétrospective qui a été menée dans 4 centres français sur des enfants qui ont présenté une atteinte rénale d'une néphropathie du purpure rhumatoïde entre 1995 et 2015. Vous voyez, cette étude rassemble 92 enfants, et c'était des enfants qui avaient une histologie peu sévère, avec un grade 2, donc juste une prolifération mésangiale isolée, qui ont été suivis en médiane pendant 3 ans, qui avait une protéinurie qui pouvait être importante au début. Vous voyez, 28% avaient un syndrome néphrotique, 31% avaient une protéinurie de plus de 3 grammes par litre. La moitié avait une protéinurie entre 1 et 3 grammes par litre et 18% une protéine inférieure à 1 gramme par litre. Ces patients, c'est une série rétrospective, donc ils ont été pris en charge de façon hétérogène. Vous voyez que 47% ont eu une corticothérapie orale, un tiers a eu des bolus de corticoïdes avec un relais oral et 18% n'a pas eu de corticothérapie. 18%, pardon. Et vous voyez que au cours de l'évolution, à 3 ans, vous voyez que 25% gardent une protéinurie en fin de suivi. Donc, c'est des enfants qui étaient peu graves au niveau histologique, mais qui finalement
gardent des séquelles néphrologiques fréquemment, puisque 25% d'entre eux vont garder des séquelles. Globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que ce qui est probablement important, c'est traiter, c'est ce que concluent les auteurs, c'est traiter ces enfants, même quand ils ont des lésions histologiques peu sévères, mais qu'ils ont une protéinurie très importante, les traiter par corticothérapie à forte dose. C'est probablement important. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'histologie est un facteur pronostic, mais que la protéinurie importante est aussi un facteur pronostic qu'il faut prendre en compte dans les choix thérapeutiques. Chez l'adulte, quelles données on a sur l'évolution à long terme? On a cette publication de 2002, qui est une étude rétrospective en France, 7 centres français qui ont inclus des patients entre 83 et 2000, 250 patients âgés de plus de 15 ans, avec un suivi moyen de 15 ans. Alors la prise en charge était une prise en charge qui à l'époque était reconnue comme adaptée, donc seulement 30% de ces patients ont été sous inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou ARA2, 37% sous corticoïdes seuls et 19% sous corticoïdes plus endoxants. Mais on voit que chez ces patients, il y a un risque de décès qui est important, puisque vous voyez là, à 10 ans, ils ont 40% de décès. Et il y a un risque d'insuffisance rénale terminale qui est aussi important, qui est en gros de 20% à 10 ans. Donc, cette néphropathie du purpura rhumatoïde, elle a un pronostic qui est réservé chez l'adulte. Quel facteur pronostic dans cette série de 2002? Là, comme on disait chez l'enfant, l'insuffisance rénale sévère au début est un facteur de risque, la protéinurie importante est un facteur de risque, les lésions inflammatoires aiguës sévères comme les nécroses glomérulaires c'est un facteur de risque, mais aussi, pareil, quand on arrive trop tard, les lésions chroniques, la sclérose glomérulaire, la fibrose interstitielle sont aussi des facteurs de risque d'évolution péjorative. Alors, la question qu'on se pose quand on est face à un patient qui a une néphropathie du purpura rhumatoïde, c'est quand est-ce qu'il y a une indication de biopsie rénale? Cette indication de biopsie, elle repose sur la présence et l'importance de la protéinurie. En sachant que, quels vont être les buts de cette biopsie? Alors, confirmer le diagnostic si on a un doute et aider à poser les indications thérapeutiques, en particulier en faisant la part des lésions chroniques séquelaires et des lésions actives aiguës. Alors, par rapport au délai où il va falloir réaliser cette biopsie, cette étude récente qui est l'étude de registre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui rassemble donc 26 centres allemands, 202 enfants avec une néphropathie du purpura rhumatoïde biopsiée, et donc avec un délai médian entre le début de la protéinurie et la biopsie de 26 jours, qui pouvait aller de 12 à 59 jours. Pardon, c'est le deuxième et le troisième quartile, pardon, excusez-moi. Donc un délai médian de 26 jours, une protéinurie médiane à la biopsie de 318 mg par millimol, je vous rappelle que la normale est à 20, donc une protéinurie franche. Une filtration glomérulaire médiane à la biopsie qui était dans la limite de la normale, à 94, et 93% des enfants qui n'avaient pas été traités avant la biopsie. Et on voit sur ces biopsies qui sont réalisées en médiane à 26 jours d'après le début de la protéinurie, que dans 69% des biopsies, on a des croissants extracapillaires. Ces croissants touchent 16% des glomérules. Ces croissants extracapillaires, dans 82% des cas, sont des croissants cellulaires, donc encore actifs, inflammatoires. Et plus les biopsies sont précoces, plus on a fréquemment des croissants cellulaires. Vous voyez, puisque le délai médian des biopsies avec des croissants cellulaires est de 24 jours, contre 36 jours pour l'ensemble de la cohorte, entre le délai de l'apparition de la protéinurie et le délai de la biopsie, et la date de la biopsie. L'hypertension est plus fréquente chez les patients qui ont eu des croissants cellulaires. Pour ce qui est des croissants fibrocellulaires, donc déjà chroniques, on a 31% des patients avec croissants qui ont des croissants fibreux. Les biopsies sont plus tardives, puisque vous voyez qu'elles sont réalisées 57 jours en médiane après le début de la protéinurie, versus 19 jours pour les patients qui n'ont pas de croissants fibreux. Sur ces biopsies, on trouve des lésions chroniques fréquentes,
puisque vous voyez que 35% des biopsies sont marquées par des lésions chroniques, 71 biopsies sur 202. Surtout, ces lésions chroniques sont surtout représentées par des glomérulus scléreux, donc c'est des lésions qui sont à risque d'évolution vers des séquelles. Donc tout ça alors que la médiane de biopsie est de 26 jours après l'apparition de la protéinurie. Et ces lésions chroniques augmentent avec le délai de réalisation de la biopsie. Vous pouvez voir sur ce graphique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que 26 jours après le début de la protéinurie, on a déjà dans un tiers des cas, des lésions chroniques qui sont à risque de séquelles. Donc ça veut dire que probablement, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il ne faut pas retarder le traitement si on fait une biopsie. Ils ont comparé les biopsies réalisées dans les 30 jours suivant le début de la protéinurie et celles réalisées plus de 30 jours après. Et donc il y en avait 107 qui ont été réalisées dans les 30 premiers jours et 91 dans les plus de 30 jours après le début de la protéinurie. On voit que les anomalies chroniques sont beaucoup plus fréquentes dans les biopsies tardives, que les croissances cellulaires sont plus rares. Et donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que il faut faire la biopsie, si on veut faire une biopsie, il faut la faire précocement. Et en tout cas, la réalisation de cette biopsie ne doit pas retarder la réalisation des bolus de Sogimedrol. Quel traitement on va être amené à utiliser chez ces patients qui présentent une néphropathie du purpura rhumatoïde? Il y a deux traitements qui sont... ces traitements, ils doivent reposer sur l'importance de la protéinurie. Et il y a deux traitements qui sont dont l'utilisation est à peu près validée. C'est l'utilisation de la corticothérapie et l'utilisation des bloqueurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs de l'enzyme de conversion et bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2. Quand la protéinurie est importante, et on peut se donner comme seuil plus de 1 g par 24 heures et plus de 120 mg par millimole de créatinine, qu'elle persiste au moins depuis 8 jours, mais qu'elle est récente, moins de 15 jours, donc on a une fenêtre qui est assez étroite, ou si on fait une biopsie, qu'on a une prolifération extracapillaire à la biopsie, il y a une indication à réaliser des bolus de Solu-Medrol. Et donc on peut proposer des bolus de 1 g pour 1,73 m de surface cutanée, 3 fois, et avec un relais par une corticothérapie orale, et on peut proposer 2 mg kg de prednisone pendant 1 mois, et puis ensuite une décroissance sur les mois suivants. Il faut associer d'emblée des bloqueurs du système rénine-angiotensine, qu'on va utiliser à dose progressive, en surveillant la tolérance rénale et en suivant l'évolution de la protéinurie. En absence de réponse au bolus, le traitement de deuxième ligne est très discuté. On n'a pas de littérature, on n'a pas d'études de haut niveau de preuve dans le domaine de la néphropathie du purpura rhumatoïde. Donc on va voir ensemble. On peut discuter des plasmaphérèses, on peut discuter du mycophénolate mofétyle, de la cyclosporine, du rituximab. Des vieilles études ont utilisé l'azatioprine, on va voir que c'est vraiment des études de bas niveau de preuve. Et le cyclophosphamide a été beaucoup utilisé, mais les études dont on dispose ne sont pas en faveur d'une efficacité du traitement par cyclophosphamide. Donc je vous invite, on va voir ensemble ce qui a été écrit sur le sujet. Alors le cyclophosphamide, on a une étude ancienne qui a été faite en néphrologie pédiatrique, qui a été publiée en 2004, avec une inclusion d'enfants entre 1973 et 1980. Alors c'était des enfants qui étaient déjà probablement très chroniques, puisqu'ils avaient une protéinurie importante depuis plus d'1 mois. Une partie des enfants avait une fonction rénale qui était déjà altérée. Donc ces enfants étaient randomisés. Vous voyez 28 patients randomisés pour être traités par endoxan peros, vous voyez la dose, versus du placebo. Et donc en 2004, les auteurs, endoxan sans corticothérapie, c'était une époque où on ne savait pas encore bien ce qui était probablement important de faire. Et donc ces enfants ont été suivis 6 ans et demi, et il n'y a aucune différence en termes d'évolution de la protéinurie, de la filtration glomérulaire et du risque d'insuffisance rénale terminale. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude, qui est une étude ancienne? Que l'endoxan utilisé seul n'a pas d'intérêt dans la néphropathie du purpura rhumatoïde. Alors, on dispose chez l'adulte d'une étude récente, qui est une belle étude, une étude avec une méthodologie adaptée, et qui a rassemblé 31 centres français, avec une inclusion des patients entre 2002 et 2006.
Donc c'est une étude prospective randomisée d'adultes qui présentaient un purpura rhumatoïde avec une atteinte sévère d'un organe. Et cette atteinte sévère était une atteinte rénale chez 39 patients sur 54, vous pouvez voir, avec des lésions rénales sévères, soit des lésions de prolifération endocapillaire diffuse, soit des lésions extracapillaires. Alors, les auteurs utilisaient une classification différente de celle de l'ISKDC, mais donc c'était des lésions rénales sévères. Donc, ces patients étaient randomisés entre des bolus de solu-médrol d'un côté et dans l'autre bras des bolus de solu-médrol et des bolus d'endoxan intraveineux. Donc vous voyez les doses de bolus de solu-médrol, c'était des bolus on peut dire à petite dose, et de l'endoxan, qui était de l'endoxan à bonne dose. Le suivi médian de l'étude est de 5 ans. Donc vous pouvez voir le flowchart de l'étude. Donc la randomisation, stéroïde versus stéroïde plus cyclophosphamide. Les bolus à 1 jour, à J15, à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois et à 4 mois. Et l'évolution de la corticothérapie orale dans les deux groupes. Le critère principal de jugement était un score d'activité de la maladie et pas de différence à 6 mois. L'évolution de la fonction rénale, vous voyez, aucune différence pareille, aucune différence en fin de suivi. La protéinurie, également aucune différence entre les deux groupes. Donc, dans cette étude randomisée, pas d'intérêt d'associer de l'endoxan à des bolus de solu-médrol. L'azatioprine, on a une vieille étude, qui est une étude qui a été publiée en 2000, et qui est une étude qui est beaucoup plus discutable au niveau méthode. Donc c'est une série rétrospective de 20 enfants traités entre 1965 et 1995 avec une protéinurie franche, qui ont été traités par corticothérapie orale et par azatioprine, avec des doses qui sont très hétérogènes et une durée de traitement qui est aussi très hétérogène. Ils sont suivis, un suivi après traitement de 5 ans et demi, et ce groupe était comparé à une série historique, avec une meilleure évolution de la protéinurie dans le groupe traité par azatioprine. Mais donc vous voyez une étude rétrospective, comparaison avec une série historique, donc avec un niveau de preuve qui est très faible. Les plasmaphérèses, donc 2 publications. Je vous rapporte la plus récente, qui a été publiée en 2007. Là encore, une série rétrospective d'enfants inclus entre 1998 et 2005. Des enfants qui avaient une atteinte sévère, avec une filtration glomérulaire inférieure à 70 ml minute pour 1,73 m et une protéinurie néphrotique, toutes avec une atteinte histologique ISKDC supérieure ou égale à 3. Et donc 16 enfants, dont 14 avec une néphropathie du purpura rhumatoïde et 2 avec une maladie de Berger, qui a été traités exclusivement par échange plasmatique. Vous voyez, 9 séances en 2 semaines, puis un espacement progressif, et en moyenne, un total de 17 séances par enfant. Ça allait de 9 à 28. Pas d'inhibiteur d'enzyme de conversion, pas d'ARA2, pas de corticoïdes, un suivi moyen de 4 ans. Et vous voyez l'évolution de la filtration glomérulaire, qui évolue bien chez tous, sauf chez un enfant, et de la protéinurie, qui évolue bien chez tous, sauf chez un enfant, et qui décrivent comme non adhérent au traitement. Donc, probablement que chez les patients qui ont une forme sévère, les échanges plasmatiques peuvent avoir une action. La cyclosporine, on a 2 études qui décrivent l'utilisation de la cyclosporine dans la néphropathie du purpura rhumatoïde. La première, c'est cette étude coréenne qui a été publiée en 2011, qui est une cohorte d'enfants, 29 enfants, avec une protéinurie néphrotique malgré 7 à 22 jours de corticoïdes à 2 mg kg jour, avec des lésions histologiques que vous voyez là. Donc une série rétrospective qui a été traitée par corticothérapie orale plus cyclosporine, avec des T0 de cyclosporine entre 50 et 150, et inhibiteur de l'enzyme de conversion. Et des bons résultats, puisqu'avec une rémission de la protéinurie chez tous les enfants, un suivi moyen de 3 ans et demi, une durée moyenne de traitement par cyclosporine de 12 mois,
et une normalisation rapide de la protéinurie, puisque vous voyez qu'elle se normalise en moins de 2 mois. 6 enfants sont dépendants au traitement par cyclosporine, alors que dans 23 cas, la protéinurie ne récidive pas après l'arrêt de la cyclosporine. La filtration glomérulaire est normale, sauf un enfant en insuffisance rénale terminale après 4 ans, chez un patient non adhérent et perdu de vue. La deuxième étude qui montre l'utilisation de la cyclosporine, c'est cette étude publiée en 2011, qui est un protocole qui initialement était prospective randomisée, multicentrique, qui a inclus les enfants entre 1999 et 2006 en Finlande. Donc il rassemble 24 enfants. Je vous dis initialement randomisé parce que tous les enfants n'ont pas été randomisés. Certains enfants ont refusé d'être randomisés et ont été inclus et traités suivant le protocole, mais sans randomisation. Donc c'est une étude qui est imparfaite au niveau méthodologique. Mais donc les enfants étaient traités soit par cyclosporine orale seule, avec des T0 entre 150 et 200 pendant 3 mois, puis entre 80 et 100. Une durée moyenne de traitement de 1,2 ans, vous voyez, soit par cyclosporine, soit par corticothérapie. Alors la corticothérapie était utilisée sous forme de bolus, 3 bolus, puis un traitement Péros avec un arrêt progressif en 3 mois, donc une durée de traitement de 5 mois par corticoïde, entre 3 et 9 mois. À ces 2 traitements étaient associés de l'énalaprine, et donc vous voyez le critère de jugement qui est aussi imparfait, c'est le critère de rémission de la protéinurie néphrotique. Mais vous voyez que dans le groupe cyclosporine, la protéinurie n'est plus néphrotique plus rapidement que dans le groupe traité par corticoïdes. Et que tous les enfants ne sont plus néphrotiques sous cyclosporine, alors que certains le restent sous corticoïdes. De plus, 6 des 13 patients qui avaient été traités par corticoïdes ont nécessité l'addition de cyclosporine, alors qu'aucun des patients traités par cyclosporine n'ont nécessité la mise en route d'un autre traitement. Voilà, vous avez là l'évolution de la protéinurie dans les 2 groupes. Là encore, ce n'est pas très intuitif, puisqu'il rapporte la protéinurie en milligrammes par heure et par mètre carré. Mais globalement, on voit que les patients traités par cyclosporine, la protéinurie baisse. Pour ce qui est du mycophénolate mofétyle, là aussi, on n'a pas d'études de haut niveau de preuve. Donc, on a une série de publications avec des séries de cas. Donc, vous voyez cette étude qui a été publiée dans Pédiatrique Néphrologie en 2012, une étude monocentrique prospective, 12 enfants, qui restaient néphrotiques malgré la corticothérapie orale et qui ont été traités par mycophénolate mofétyle à petite dose, 300 mg m² 2 fois par jour, en moyenne un peu plus d'1 an de traitement, associé à une corticothérapie et à des IEC. Et il rapporte une rémission de la protéinurie assez rapide, puisque en 11 mois, les enfants, la protéinurie disparaît chez les 12 patients. La filtration glomérulaire, ils décrivent une diminution de l'hyperfiltration glomérulaire qu'ils avaient au début. Vous voyez l'évolution de la protéinurie chez ces patients, avec la moyenne de la protéinurie. Vous voyez cette protéinurie qui baisse rapidement. Une autre étude, c'est une étude d'adultes. Pareil, c'est une étude rétrospective. 53 adultes avec une protéinurie de plus de 2 grammes par jour, traités par mycophénolate mofétyle à 500 mg 2 fois par jour et corticothérapie orale, qui était comparé à un groupe traité par corticothérapie orale seule. Vous voyez que la rémission est à peu près équivalente. La rémission en fin de suivi est équivalente dans les 2 groupes. Et donc les auteurs disent que le mycophénolate mofétyle a un intérêt pour l'épargne cortisonique chez ces patients. Alors une étude récente pédiatrique allemande de l'équipe de Cologne, encore une étude rétrospective, monocentrique, qui décrivent le traitement par mycophénolate mofétyle de 18 enfants. Alors c'est un traitement qui a été mis en route tardivement, puisque vous voyez que le traitement par mycophénolate mofétyle est commencé 85 jours en moyenne après le début de la protéinurie. Donc des enfants qui étaient traités par inhibiteur d'enzyme de conversion ou ARA2 et ou ARA2. Donc ils avaient été traités pendant presque 3 mois par bloqueur du système rénine-angiotensine, qui ensuite, parce qu'ils ne répondaient pas et qui restaient néphrotiques, ont été traités par bolus de corticoïdes à
dose moyenne, 500 mg pour 1,73 m, et corticothérapie orale. Et c'est seulement si ces enfants ne répondaient pas à cette corticothérapie, donc seulement 22 jours après les bolus, s'ils ne répondaient pas, vous voyez avec une protéinurie qui a baissé de moins de 50% ou qui reste néphrotique, que les enfants étaient traités par mycophénolate mofétyle. Donc ils étaient quand même encore très protéinuriques. Vous voyez une protéinurie à 1600 mg par mètre carré par 24 heures au début du mycophénolate mofétyle. Des doses de MMF qui étaient entre 800 et 1200 mg par mètre carré par jour. Une durée moyenne de traitement par MMF de 26 mois et une durée de suivi après le MMF de 33 mois. Les auteurs ont fait des études pharmacocinétiques et pour eux, l'objectif d'AUC de au moins 56 mg par heure et par litre est l'objectif à atteindre pour avoir une réponse au traitement, en sachant que l'étude n'est réalisée que chez 18 patients, qu'ils considèrent que 16 des 18 patients sont répondeurs et que seulement 2 des patients ne répondent pas au traitement. Donc c'est quand même une étude sur un petit effectif. Ce qu'ils décrivent aussi, c'est que 2 des 16 patients qui répondent et qui se mettent en rémission sous MMF rechutent après l'arrêt du MMF, et vous voyez, de 2 à 11 mois après l'arrêt. Ils décrivent l'évolution de la protéinurie et de l'albuminémie sous traitement, et donc ils montrent que la protéinurie baisse rapidement, puisque vous voyez qu'elle baisse rapidement dans le mois suivant l'introduction du MMF. Bon, ils sont prudents dans ce qu'ils décrivent, puisque vous avez vu qu'ils venaient d'être traités par bolus de corticoïdes, donc ils disent que c'est peut-être aussi un effet retardé des bolus de corticoïdes et de la corticothérapie orale. Donc là encore, dans le MMF, vous voyez, on a des petites séries qui sont des séries rétrospectives, des petites séries de cas, et donc un niveau de preuve qui est bas. Pour les autres traitements, le rituximab, comme pour le MMF, des séries de cas. Donc vous voyez une première publication en 2009 de 3 enfants avec une atteinte digestive sévère, une atteinte rénale chez un et une atteinte neurologique chez les 2 autres, échec de corticothérapie, bolus et traitement Péros et de l'endoxan chez 2 patients, qu'ils traitent par rituximab et qui mettent en rémission après 5, 7 et 33 mois. Donc pourquoi pas une action du rituximab. Ce case report qui a été publié en 2011 d'un adulte qui présentait des lésions cutanées importantes, une protéinurie peu importante à 1 g par 24 heures, des lésions histologiques quand même de prolifération extracapillaire, sans lésion chronique, et qui a été traité uniquement par 2 injections de 1 g de rituximab, avec une rémission à 22 mois après 22 mois d'évolution. Donc pareil, un case report qui est en faveur de l'utilité du rituximab. Pour le rituximab, encore une série rétrospective, monocentrique, d'une équipe américaine, qui rapporte le traitement de 8 enfants qui déjà avaient sûrement des lésions chroniques, puisque vous voyez qu'ils avaient tous plus de 6 semaines de corticothérapie, que 7 de ces 8 enfants avaient eu plus d'1 mois d'immunosuppresseurs associés, du méthotrexate, du MMF, de l'endoxan et ou des IVIG. Ils décrivent mal leurs patients. Ce qu'on sait, c'est que 8 sur 8 avaient une hématurie, une protéinurie, et qu'après traitement par rituximab, ils obtiennent une rémission chez 7 de ces 8 enfants. Ils décrivent une diminution des hospitalisations et de la corticothérapie, qui est arrêtée chez tous les enfants à 2 ans. Donc là encore, une étude de bas niveau de preuve, mais qui est en faveur d'un intérêt du rituximab chez ces patients. Cette publication d'équipes d'adultes, qui a été publiée dans Arthritis en 2018, donc une série rétrospective multicentrique qui décrit 22 patients adultes, dont 18 avec une atteinte rénale, qui ont été traités par rituximab, 12 fois associés à d'autres traitements et 6 fois seuls. Et chez 20 patients sur 22, ils décrivent une rémission. Vous voyez l'évolution du score d'activité de la maladie. Une diminution de la protéinurie. Vous voyez l'évolution de la protéinurie qui passe de 1700 mg à 490 mg par jour. Ils décrivent des rechutes chez 7 patients sur 20. Donc, pareil, une étude qui est une étude rétrospective, multicentrique, très très imparfaite, mais qui est en faveur de l'intérêt du rituximab chez ces patients.
Donc on a vu la prise en charge, ce qu'on savait de la prise en charge des patients qui avaient une protéinurie importante. Maintenant, quelque chose qu'on rencontre, qui est un problème fréquent en clinique, que faire des patients qui ont une protéinurie modérée, donc entre 0,3 g et 1 g par 24 heures, ou entre 40 mg par millimole et 120 mg par millimole de créatinine. Si cette protéinurie persiste, on peut proposer plus de 8 à 15 jours, on peut proposer un traitement par bloqueur du système rénine-angiotensine. Donc, je vous ai mis deux exemples. L'énalapril, un IEC, qu'on utilise avec une dose de départ de 0,05 mg kg et jusqu'à 2,5 mg chez les grands, et qu'on va augmenter progressivement en 1 à 3 mois jusqu'à 0,8 mg kg et 40 mg par jour chez l'adulte. Donc on l'augmente en fonction de si la protéinurie persiste malgré le traitement. On peut y associer un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine 2. On peut proposer le losartan avec une dose de départ à 0,2 à 1 mg kg. Et puis si la réponse est insuffisante, doubler la dose. On suit la protéinurie. Et en fonction de la protéinurie, il faudra savoir rediscuter une biopsie rénale pour discuter une corticothérapie s'il y a des lésions inflammatoires à la biopsie. Cette étude rétrospective pédiatrique qui a été publiée dans Acta Pediatrica 2014 des équipes parisiennes, qui est en faveur de la précocité du traitement par bloqueur du système rénine-angiotensine. Quel risque à long terme de cette atteinte rénale du purpura rhumatoïde? On ne sait pas bien. C'est des enfants qu'il va falloir suivre toute leur vie s'ils ont une protéinurie. On estime que le risque d'insuffisance rénale terminale est faible, moins de 1% avant 18 ans. On estime encore... Pardon, non, excusez-moi. Ce qu'on sait, c'est que parmi les enfants qui arrivent au stade d'insuffisance rénale terminale avant 18 ans, moins de 1% des cas sont dus à un purpura rhumatoïde. On estime que moins de 2% des enfants avec atteinte rénale vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. Mais ce que je vous dis, c'est-à-dire, c'est des données, il faut qu'on soit prudent sur les données à long terme. À partir du moment où l'enfant a une protéinurie, il faut absolument qu'il y ait un suivi à long terme, tant que la protéinurie persiste. Il y a un risque que les lésions s'aggravent et que la fonction rénale diminue. Donc on estime que à peu près 5% des enfants vont évoluer vers une maladie rénale chronique, avec une insuffisance rénale chronique plus ou moins une protéinurie. Les facteurs de mauvais pronostic sont d'abord l'atteinte rénale non suivie et non dépistée et non prise en charge, d'où l'importance du suivi et du dépistage à la bandelette urinaire. Les lésions chroniques fibreuses à la prise en charge, l'importance de la protéinurie et la prolifération extracapillaire à la biopsie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a une atteinte rénale, il faut absolument qu'il y ait un suivi prolongé et un dépistage de l'apparition d'une protéinurie. Un enfant qui a une hématurie, il faut continuer à dépister et faire des bandelettes urinaires pour vérifier qu'il n'y a pas de protéinurie qui apparaisse. Un enfant qui a une protéinurie, il faut le traiter par inhibiteur d'enzyme de conversion, discuter une biopsie rénale et le surveiller à long terme tant que persiste la protéinurie. Après transplantation, pour les patients qui ont dû être transplantés, il y a deux études... Il y a cette étude qui est une étude qui rassemble 6 centres en France et en Belgique, qui a été publiée en 2011, et qui montre qu'il y a un risque de rechute après la greffe, la même chose qu'on peut voir dans les maladies de Berger, et que ce risque de rechute augmente le risque de perte du rein. Donc ça, c'est des données qui sont plutôt inquiétantes. Mais si on voit les données des registres, vous voyez à la fois du registre nord-américain et du registre européen, qui ont été publiés là, dans ces deux articles, la survie du greffon est identique par rapport à la survie du greffon dans les autres maladies rénales primitives. En conclusion, donc, l'atteinte rénale du purpura rhumatoïde doit absolument être dépistée par la réalisation de bandelettes urinaires pendant au moins 1 an. Et ces bandelettes urinaires, cette surveillance doit être répétée après chaque poussée. Le critère le plus important pour les choix thérapeutiques, c'est la protéinurie, qui doit faire mettre en route un traitement par bloqueur du système rénine-angiotensine, discuter une biopsie rénale et, si elle est importante, faire mettre en route rapidement une corticothérapie à forte dose. Si en absence de réponse à la corticothérapie et au bloqueur du système rénine-angiotensine, les choix sont beaucoup plus discutables et reposent sur des études de bas niveau de preuve. On peut discuter l'utilisation du mycophénolate mofétyle qui a l'avantage de ne pas être toxique,
L'utilisation des anticalcinurines, en particulier de la cyclosporine, je ne vous ai pas décrit quelques séries de cas d'enfants traités par tacrolimus. On peut discuter de rituximab, et dans les formes les plus rapidement progressives, les plus sévères, on peut discuter des échanges plasmatiques. Voilà, je vous remercie.